Encia, le vrai visage de la banque. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au secteur du recyclage, un secteur qui vient répondre à des problématiques environnementales très importantes. Un chiffre pour s'en convaincre. En l'espace de 2 décennies, la production annuelle de déchets plastiques dans le monde a doublé, passant de 180 millions à plus de 350 millions de tonnes. Et le plastique, même s'il est très visible, n'est pas le seul à polluer. Face à cette réalité qui interpelle, des solutions, heureusement, existent. Au sommaire, ce soir, enquête sur le secteur du recyclage en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes intéressés à 2 filières, celle du recyclage plastique et celle du recyclage de l'huile pour moteur. Dans les 2 cas, l'objectif est de préserver la planète tout en faisant du business. Puis, dans notre second reportage, vous découvrirez une start-up étonnante qui mise sur les insectes pour transformer les déchets organiques en produits à forte valeur ajoutée dans le but de fertiliser les sols et nourrir les animaux d'élevage. De quoi séduire les acteurs du monde agricole. La Côte d'Ivoire, à l'image de la planète, fait face à de nombreux défis environnementaux. Chaque année, le pays produit 400 000 tonnes de déchets. Seulement 5 à 20% de ces déchets sont recyclés. Nous sommes partis à la rencontre de ces entrepreneurs qui investissent dans le recyclage du plastique, mais aussi, vous allez le voir, dans le recyclage de l'huile de moteur. Le cercle vertueux du recyclage, un reportage signé Marcos Podé, Ghislain Mendonça, Théo Renaud et Jean-Louis Mendonça. Abidjan, commune d'Abobo, il est 10 heures. Dans cette vaste zone qui longe la forêt du Banco, poumon vert d'Abidjan, de tentaculaires garages automobiles à perte de vue. Au milieu de ces innombrables véhicules, pour la plupart vétustes, une opération de vidange est en cours. Bon, au fait, c'est la vidange qu'on est en train de faire. Ce type de vidange-là, au moins, on peut faire 15 à 20 véhicules par semaine. On peut récupérer 10 litres par camion. Et puis, il y a des gens qui viennent payer avec nous. Moins 60 à 70 000. 60 à 70 000 francs CFA, c'est le prix d'un cubiténaire, soit 1000 litres d'huile de vidange, que Daouda stocke régulièrement pour la vente. Cette huile-là, quand nous la récupérons, nous allons directement la renverser dans le cubiténaire qui est derrière ici. Voilà. C'est ici que nous renversons l'huile de vidange. Jusqu'ici, l'huile de vidange était laissée à l'abandon, utilisée comme combustible ou simplement rejetée dans la nature, causant de graves problèmes environnementaux. Un seul litre de cette huile noire peut polluer jusqu'à 1 km² de lagune. Mais depuis un certain temps, ce résidu d'entretien de véhicules est devenu, vous allez le voir, une matière précieuse. C'est un constat implacable et incontestable. Nous produisons de plus en plus de déchets. Le plus connu d'entre eux est probablement le plastique. En l'espace d'à peine 2 décennies, la production annuelle de déchets plastiques dans le monde a doublé, passant de 180 millions à plus de 350 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire fait également face à ce fléau. Pour répondre, l'État ivoirien s'est lancé dans un vaste plan national de gestion des déchets en favorisant le recyclage. Conséquence, des filières émergent, comme celle du recyclage plastique, mais aussi du recyclage de l'huile pour moteur. Dans les 2 cas, il est question de préserver la planète tout en faisant du business. Aujourd'hui, c'est à bord de ce camion que ce responsable de la collecte sillonne les garages pour se procurer son nouvel or noir. Bonjour. Pardon, Dao. Bonjour. Pardon, Dao. Oui. Bonjour. Quoi? Pardon, j'ai porté le gant là. Ouais. Bon, tu m'avais appelé pour dire que mon truc là est rempli là. Oui, c'est plein, c'est rempli. Donc, allez vérifier pour voir. Oui. Ok, c'est bon. C'est bon, non? C'est bon. Okay. Nous sommes sur le 6e site. On est venu récupérer de l'huile de vidange. On va faire le transvasement
pour aller acheminer ça vers l'usine. C'est grâce à cette pompe à eau que se fera cette opération. C'est bon, tu peux allumer le moteur. Dans ce camion, c'est en moyenne 7000 litres d'huile usagée que Soumaoro embarque toutes les 2 semaines. Après la collecte, direction l'usine de Koumassi, où cette huile noire connaîtra une nouvelle vie. L'huile de vidange collectée à travers divers sites atterrit dans cette usine de Koumassi. L'usine a une capacité de traitement de 30 000 litres d'huile usagée par jour. Bonsoir monsieur. Oui, comment ça va? Ça va. Vous Nous avons pu enlever sur le site d'Abobo 6 000 litres. 6 000 litres? Oui. Ok, c'est bon? Donc on va commencer à décharger. Ici, l'huile noire subira un traitement intensif en plusieurs étapes pour être réutilisable. On vient de recevoir une huile. Il faut dire qu'elle n'est pas vraiment de qualité, il y a beaucoup d'eau dedans. Et quand c'est comme ça, on fait une première décantation. Quand on reçoit les huiles usagées, dans les huiles usagées, vu que c'est noir, souvent il y a des objets solides à l'intérieur, donc qui peut endommager nos pompes. Ce qui fait qu'on fait d'abord une première décantation des déchets solides que vous voyez là. Et après ça passe, ça revient, ça vient dans une cuve de 4000 litres. Donc il y a 4 mètres cubes là. Après cette étape, l'huile est acheminée vers une citerne à travers un système motorisé pour être stockée en vue d'une meilleure décantation. Donc ça, c'est la cuve pour la décantation après la réception des huiles dans le bac de réception. Ça nous permet de conserver ces huiles ici pendant 24 heures, voire 48 heures. Automatiquement, juste après, l'huile se sépare des autres produits. Après l'avoir séparée des autres produits par décantation, l'huile reste toujours noire et inutilisable. Oui. Pour la rendre propre, elle doit subir une dernière opération de purification appelée la distillation thermique. Ici, c'est le chaudron. C'est le chaudron qui fait la distillation. Ça veut dire qu'à chaque étape de chaleur, à un niveau de la chaleur, je prends l'eau par exemple, jusqu'à 120 degrés, tout ce qui est humide à l'intérieur va être récupéré. Donc, comme par le système que je vous ai expliqué, le système de vapeur, ça passe dans le condensat et c'est récupéré dans un récipient. Voilà. Vous voyez, vous avez plusieurs récipients qui sont juste à côté. Donc là, il y a un récipient qui récupère l'eau. Et une fois que l'étape de l'eau est finie, qu'on est passé par exemple à 200 degrés, on commence à récupérer tout ce qui est combustible. Après 200 degrés jusqu'à 300 degrés, on arrête, on ferme la vanne de la réception du combustible et on ouvre celle de l'huile de base. Parce que c'est maintenant l'huile de base qui commence à partir de 300 degrés. Pour faire simple, cette machine chauffe le liquide noir à très haute température jusqu'à environ 1000 degrés. À cette température, l'huile se purifie en se séparant des autres substances. Ibé, ça va? Vous avez produit finalement quel type d'huile? SAE 50? Huile 50, SAE 50, d'accord. Vous avez fait combien? 6 000 litres. 6 000 litres. Tu as envoyé une partie déjà pour le conditionnement. Ils sont en train de conditionner. Après 4 heures de traitement, l'huile noire sort clarifiée et fin prête à commencer une nouvelle vie. Donc vous voyez, ici on a la dernière étape. L'huile usagée que nous avons collectée un peu partout sur le territoire ivoirien. Après le traitement, nous révalorisons cette huile. Donc là, elle est révalorisée. Après l'avoir traitée, pour obtenir une huile de base, on l'a mélangée aux additifs qui lui permettent de devenir du SAE 50. Donc pour les moteurs vieillissants de plus de 5 ans. Tout type de moteur, c'est monograde. Que ce soit essence ou que ce soit diesel. Voilà, donc ces moteurs peuvent utiliser ces huiles. Et ce cycle se reprend autant de fois que vous voulez. C'est pourquoi on dit que l'huile est, disons, le recyclage des huiles fait partie de l'économie circulaire. À sa place. Et après, tu envoies ça dans le tube. L'économie circulaire, c'est ce système où tout se recycle et se réutilise. Plutôt que de jeter, on répare, on transforme et on redonne une nouvelle vie aux déchets. Un modèle durable dans lequel cette entreprise a investi environ
2 milliards de francs CFA. Si l'objectif est de préserver l'environnement, le recyclage permet aussi de faire recette grâce à la vente des produits comme cette huile. Ce matin, ce camion est en plein chargement. 10 000 litres d'huile recyclée prête à la distribution embarquent. Où l'étiquette, il faut enlever. Ce type de livraison, on le fait quotidiennement. Ça varie, hein. Souvent, on peut livrer 500 bidons, ça dépend de la commande du client. Une fois le camion chargé, direction Yopougon à 20 km de là pour une série de livraisons. Monsieur Innocent. Ouais, monsieur Somaro. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? On a envoyé tes huiles là. Hein. Tu as 15 bidons? Oui, tu avais demandé 15, non? Oui, 15 bidons. Nous sommes sur la 9e commande de la journée. Nous avons livré 9 commandes, nous sommes sur la dernière. Donc là, on vient livrer 15 bidons du dernier client. Je prends cette huile, ça fait presque 2 ans. Huile Tiger, que je travaille avec eux, c'est de bonne huile, que je passe à la rigueur. Chaque semaine, j'ai une commande avec eux. Chaque semaine, j'ai une commande avec eux, jusqu'à 50 bidons par semaine parfois. Pour ce commerçant, acheter cette huile est aussi une occasion de participer à la préservation de l'environnement. Vraiment, c'est une bonne occasion pour l'environnement. Parce qu'une fois que les huiles usées sont déversées dans le pays, d'abord ça salit tout l'environnement. Dieu merci, aujourd'hui, ils ont un moyen de le récupérer pour retravailler ça aussi. Selon les douanes ivoiriennes, environ 85 millions de litres d'huile de moteur sont entrés sur le territoire ivoirien en 2020. Les 4 usines de traitement que possède la Côte d'Ivoire n'ont réussi à traiter que 10 millions de litres, soit un peu plus de 10% seulement. Face à ce risque écologique, l'État ivoirien a pris en 2021 un décret encadrant le secteur de l'huile usagée de moteur. Mais d'autres produits représentent également un danger pour l'environnement. C'est le cas du plastique. À Figayo, dans la commune de Yopougon, le soleil est au zénith. Sous une chaleur accablante, un homme est au travail. Sans aucune protection, Maxime fouille dans les dépotoirs à la recherche d'objets plastiques. Je suis en train de trier les objets plastiques. Quand j'ai fini de les collecter, je les mets dans les gros sacs ou bien les bibacs ou bien les filets. Parce qu'il faudrait que ça soit en quantité avant d'aller à la vente. Je les récupère puisqu'il y a une société qui doit venir les acheter après avec moi. Dans ces décharges, il peut collecter jusqu'à 100 kg de déchets plastiques par jour. La collecte aujourd'hui est entassée dans ces filets et attend d'être vendue. Comme tous les jours, ce véhicule passe récupérer la collecte journalière de Maxime. Oui. Comment tu vas? Oui, ça va. Donc tu dis que tu as 2 filets? Oui, il y a 2 filets, c'est pourquoi il t'a appelé. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire, on va peser et puis envoyer ça au compostage. Ok, il n'y a pas de problème. 1 kg de ces déchets est vendu à 60 francs CFA. Ce qui vient de peser là, ça fait 60 kg. 60 kg, ça me revient à 3600. 3600, c'est le travail de la journée. Je pense que c'est beaucoup. Bon, depuis que cette structure est créée, en tout cas, je suis plus concentré sur le bidon, parce que ça me rapporte beaucoup. C'est une matière même qui existe même. Donc ça fait qu'en tout cas, je ne m'amuse pas avec ça. Une matière abondante, car la ville d'Abidjan produit à elle seule plus de 280 tonnes de déchets plastiques par jour, soit l'équivalent de 3 avions de ligne au maximum de leur capacité. En 2013, la Côte d'Ivoire s'était pourtant lancée dans la lutte contre la pollution en interdisant le sachet plastique. Et certaines entreprises se sont lancées dans le tri sélectif et le recyclage de ces déchets. C'est le cas de Recyplast. Donc bonsoir Gary, comment ça va? Bon, voilà ce qu'on a pu collecter. Et le 4e voyage, donc, on va essayer de décharger maintenant. Les déchets collectés arrivent d'abord ici dans ce centre de tri pour un premier traitement. Ici c'est un centre de tri et de compactage. On réunit ici tout ce qu'on collecte au cours de la journée pour pouvoir les trier. Trier pour enlever tout ce qui n'est pas conforme.
Et également les déchets qui sont recyclables, les mettre à côté pour pouvoir les reconduire vers de nouveaux circuits de recyclage. Et nous, on récupère le PET, ces bidons-là. C'est ce qui nous intéresse. Donc c'est ce que nous, on récupère. On fait le tri également par couleur pour ensuite faire des balles. Et c'est ces balles-là qui sont acheminées vers l'usine pour faciliter le recyclage au niveau de l'usine. Parce que ces balles-là, ce qu'on fait ici, qui est appelé tri, c'est en quelque sorte un pré-traitement pour faciliter à l'usine le recyclage. Et aussi également faciliter le transport. Donc ça réduit les volumes. Une fois compactées, ces balles de plastique sont envoyées à l'usine où se fera le recyclage. Comme tous les matins, ce camion ramène les balles déjà compactées au centre de tri. Chaque jour, il décharge environ 3 tonnes de plastique pour la seule commune de Yopougon. Certains déchets plastiques ont bien plus de valeur que d'autres. Alors il faut comprendre que là, nous nous spécialisons dans la collecte des déchets de la famille du PET. Ces PET sont composés essentiellement de 3 typologies de plastique. Le HDPE, le PET même qui est la bouteille elle-même transparente et l'étiquette qui est en BOPP. Ici, Recyclage, avec sa ligne de production, est capable de séparer toutes ces différentes familles de plastique et ramener les bouteilles PET en matière première exportable. Obtenir ces copeaux de plastique suit un processus bien rodé que le chef d'entreprise connaît par cœur. Les déchets que nous recevons ici dans cette usine, nous les passons dans le procédé de transformation qui est un procédé mécanique. Les balles sont décomposées, triées. Il peut y avoir encore des impuretés dans les balles. Ensuite, passe par la ligne de production qui enlève les étiquettes, qui broie, qui fait le premier lavage, le deuxième lavage, qui le fait un lavage à chaud, séchage, jusqu'à la fin retrouver un produit fini qui est ces paillettes. Donc, cette bouteille d'eau se termine en procédé avec des paillettes qui sont maintenant une matière première réutilisable dans l'industrie plastique en Europe. Chaque jour, l'usine produit entre 2 et 3 tonnes de paillettes de plastique qui sont revendues à des industriels en Europe. Participer à la protection de l'environnement en faisant recette, un projet dans lequel Salamé Naïef s'est lancé en 2018. Il a investi environ 400 millions de francs dans ce projet, un investissement conséquent que l'homme tente tant bien que mal de rentabiliser. C'est le sentiment de participer à la préservation de l'environnement parce que collecter à travers une entreprise qui génère des emplois et qui arrive à intercepter 1200 tonnes à 1500 tonnes de déchets plastiques, c'est 1500 tonnes de CO2 en moins dans l'environnement. Oui, pour une entreprise, une jeune entreprise, je dirais que c'est beaucoup pour ce qu'elle fait. Mais on n'est pas là, nos ambitions sont plus grandes. On pousse à toucher les 18 000 tonnes de déchets plastiques valorisés chaque année. Et là, c'est au fur et à mesure. Malheureusement, l'environnement financier, bancaire, n'est pas très touché par ce business. En Côte d'Ivoire, les défis environnementaux persistent. Chaque année, le pays produit 400 000 tonnes de déchets plastiques. Seulement 5 à 20% de ces déchets sont recyclés. Parce que la vie évolue, parce qu'on a tous besoin d'un partenaire qui nous accompagne pour démarrer et développer nos activités professionnelles en toute sérénité, pour rentabiliser nos investissements. Ma banque a conçu une formule tout compris, un pack de 7 services adaptés aux besoins de toutes les professions libérales, avec des facilités de financement et une offre dédiée aux pharmaciens et au corps médical. Rendez-vous dans nos espaces entreprises ou sur www.nciabank.ci. NCIA, le vrai visage de la banque. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Brou Awa. Il est directeur exécutif de l'AIVP, l'Association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques. Avec lui, Madame Rosanne Soro, elle est directrice de l'association Moi je trie Côte d'Ivoire qui fait de la sensibilisation au tri sélectif et Hélène Nda, responsable des achats chez NCIA Bank Côte d'Ivoire. Mesdames, messieurs, bienvenue dans Made in Africa. Brou Awa, vous êtes à la tête de cette association qui fait la promotion du recyclage des déchets plastiques. Déjà, est-ce que vous connaissiez ces entreprises qu'on vient de vous présenter?
Oui, tout à fait. Ouais. Celle qui fait particulièrement dans le recyclage des déchets plastiques, oui, elle est membre de l'AIVP. La première, je ne la connaissais pas vraiment, Oui. le recyclage des déchets des huiles. Rosanne Soro, est-ce que ça vous surprend, le recyclage des huiles de vidange réutilisées encore dans nos véhicules? Pas du tout. Ouais. Je ne suis pas surprise par le recyclage des huiles. Il y avait eu en octobre dernier le forum de l'économie circulaire d'Abidjan qui a aussi fait la promotion de ces acteurs qui font du recyclage d'huile de moteur, d'huile de garba, le plat qu'on mange ici, ou d'huile ménager. Donc il y a plusieurs acteurs en Côte d'Ivoire qui font de la valorisation d'huile de différentes sortes. Elenda, vous êtes dans une grande banque. Est-ce que la notion d'environnement, d'impact social, est-ce que vous tenez compte de ces facteurs-là lorsque vous procédez aux achats? Parce que vous avez un impact systémique. Effectivement, il faut savoir que NCA Bank est dans une démarche de RSE depuis 2 ans déjà. Et nous sommes vraiment engagés en un fort engagement dans tout ce qui est recyclage des déchets que nous produisons. Petit cas pratique, Elenda, le recyclage des distributeurs de billets. Alors, d'abord, c'est quoi la durée de vie? Entre 7 et 10 ans. Entre 7 et 10 ans. Oui. Quand c'est fini, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une très belle question. Il y a 2 ans, on a été confronté à cette problématique-là parce qu'on a changé 90% de nos automates. Et puisqu'on était dans cette démarche de responsabilité sociale environnementale, s'est posé le problème de qu'est-ce qu'on en fait. Habituellement, on trouvait des repreneurs qui recyclaient ou donnaient une seconde vie, mais sans qu'on ait la traçabilité. Et pour cette fois, on a dû trouver une entreprise spécialisée à l'étranger qui est venue reprendre et nous a fait la preuve du recyclage. Waouh! Donc vous constatez à votre niveau qu'il n'y a pas assez d'acteurs qualifiés pour pouvoir réussir à faire ce tri-là, même lorsque les produits sont en fin de vie. De notre point de vue, c'est vrai que nous n'avons pas des experts comme ceux qui sont autour de la table, mais lorsqu'on a cherché sur le marché, on a trouvé que l'écosystème n'était pas suffisamment mature pour pouvoir adresser ces questions-là, nous limitant, nous, dans notre volonté d'adresser tout ce qui est environnemental. Alors Rosanne Soro, aujourd'hui, quels sont les matériaux qui posent le plus de problèmes? Le déchet plastique est devenu un problème, tout simplement parce qu'on a tendance à utiliser une seule fois une bouteille, un sac plastique, et après, en fait, sur justement la gestion de la fin de vie du produit, il n'y a pas vraiment une application qui est faite stricto sensu de la loi. Ouais. Donc les déchets, comme on a vu dans le reportage, vont se retrouver dans les canaux d'évacuation, dans la lagune, un peu partout, ou même les sacs plastiques. Mais comment on fait pour pouvoir recycler l'ensemble de ces déchets-là? C'est toute la problématique. Aujourd'hui, avec l'économie circulaire, on a des possibilités de valoriser ces déchets-là. Il y a la dimension environnementale, on veut sauver l'humanité, mais il y a également du business quand même pour que ça reste soutenable. Monsieur Brou, est-ce que votre modèle, le modèle des entreprises qui sont membres de votre association, est-ce que leur modèle d'affaires vous paraît soutenable jusqu'à présent? Est-ce qu'elles arrivent à gagner de l'argent? Alors, dans les membres qu'il y a dans l'association, ceux dont c'est le business, ce sont les recycleurs. Oui, OK. Comme c'est ce qu'on a présenté. Donc, de façon absolue, c'est un peu comme tous les business. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Et il y a des étapes, des process qui coûtent véritablement cher. Tout à l'heure, dans l'élément, ils ont expliqué qu'ils doivent compacter les déchets, faire des balles pour pouvoir les transporter à l'usine. Donc, en réalité, c'est la logistique, la partie logistique qui coûte cher. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est comment on traite les déchets une fois qu'on les a triés et qu'on les a mis à part. Parce que ce qu'on constate, nous tous, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on ne fait pas le tri des déchets, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous une seule poubelle à la maison, pardon, on y met tous nos déchets et les entreprises qui s'en chargent prennent tout ça pour aller à Kosiwen. Malheureusement,
on perd de l'argent parce que c'est de la matière qu'on envoie là-bas. Deuxièmement, ça revient cher à l'État parce qu'on envoie dans le centre d'enfouissement des matières qui n'ont rien à voir là-dedans. Tout ce qui est métal, fer, aluminium, plastique et tout, on doit pouvoir les récupérer. Donc aujourd'hui, le deuxième enjeu, c'est où est-ce qu'on construit une unité industrielle de tri des déchets qui sont triés et qui sont des déchets recyclables. Mais une fois qu'on a réglé ce problème-là, à partir de ce centre, on a la possibilité maintenant d'alimenter toutes les usines qui font le recyclage, que ce soit plastique, fer, papier, carton, etc. Et ça doit être une initiative de l'État? Alors forcément. Alors, ça, idéalement, en tout cas, vu les réflexions que nous sommes en train de mener, ce sont des initiatives qui peuvent être des PPP, par exemple. OK, d'accord. De façon à ce qu'on arrive à non seulement régler les problèmes qui sont liés à l'environnement, mais aussi à développer des business models qui soient opérationnels, qui soient profitables pour les entreprises. Oui, Rosanne Soro, il y a un mot qui a été sorti au moins 2 fois dans le reportage qu'on vient de voir, c'est matière première. Matière première, ça veut dire que dans la sensibilisation, on dit oui, on sauve l'environnement, mais oui, ça peut créer des vocations pour des jeunes qui veulent avoir du travail, pour des jeunes qui veulent entrer dans de nouveaux métiers. Est-ce que, oui, vous considérez aujourd'hui les matières, ne serait-ce que les matières plastiques, comme une nouvelle matière première? Totalement. Totalement. Aujourd'hui, en fait, sur les programmes Moi Je Trie, on a des programmes de formation et insertion des jeunes éloignés de l'emploi. Le dernier qu'on a créé s'appelle Waste Work for Women, qui vient en fait accompagner l'autonomisation de la femme à travers la valorisation de déchets. Et pour nous, oui, c'est une matière, c'est une voie d'insertion. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce sont de nouveaux métiers qui ont besoin d'être accompagnés financièrement. Parce que Moi Je Trie ne peut pas se substituer ni à l'État ni aux entreprises, mais nous sommes une association qui avons des solutions en fait, pour insérer les jeunes. Alors, Madame Da, je sais que vous êtes responsable des achats, mais vous êtes quand même la banque ici. Je vais donc oser une question. Est-ce que vous êtes sensible à accompagner sur le plan du financement des entreprises de ce type? Peut-être que justement ça va rendre l'écosystème plus dynamique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la banque dispose de palettes de mécanismes de financement de ce type de projet, financement vert. Donc nous sommes ouverts à accompagner toutes les initiatives dans ce domaine. Et les produits existent déjà, donc on ne va pas réinventer la roue. On est ouvert, venez nous voir et on fera ensemble de grandes choses. Ouais. Alors, je vais terminer avec vous, une question avec vous, Rosanne. Petite leçon pratique pour les foyers. Nous sommes à la maison, on va faire du tri sélectif. Ça commence par quoi? 1 minute. Ça commence déjà par comprendre que le déchet, la place est dans la poubelle tout simplement. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'en général, on ne va pas utiliser en fait, de contenants adaptés en fait, pour pouvoir conditionner les déchets. Donc deuxième élément, choisir des contenants adaptés. Choisir des contenants adaptés, faire le tri. Si aujourd'hui vous désirez faire le tri, il y a un système qui existe depuis la nuit des temps ici en Côte d'Ivoire qui permet de collecter les bouteilles plastiques, ou qui permet de collecter en fait des métaux. C'est le cas par exemple de la valorisation des métaux qui deviennent des louches, des écumoires. Il y a pas mal de petites unités qui existent en fait dans la commune de Port-Boué et qui existent dans d'autres communes en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que la notion d'économie circulaire ou de recyclage est déjà ancrée en nous. Il faut juste en fait qu'on décide de l'adopter. Rosanne Tanoé-Poussoro, merci. Bro Awa, merci beaucoup. Hélène Nda, merci. Vous représentez NCA Banque Côte d'Ivoire et merci de nous accompagner. Donc j'ai eu un plaisir particulier de vous avoir sur ce plateau. L'émission n'est pas terminée parce que nous avons un second reportage à vous présenter. Comme on vient de le voir, la filière du recyclage s'organise en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc d'une filière sur laquelle a également choisi de miser la start-up que nous allons vous présenter maintenant. Son nom, Bioani. Son objectif, ambitieux, faire des insectes les architectes de la transition écologique dans l'agriculture. Quand le recyclage fait mouche, en reportage de Susanna Blandin, Théo Renaud et Niki Kwame. Comme tous les matins, des tricycles sillonnent ces rues d'Abobo. Descends là-bas. Leurs bennes sont vides. Ils ne viennent pas ravitailler les vendeuses, ni faire des achats, mais plutôt les débarrasser de leurs déchets. Ah, pour aujourd'hui, c'est déjà fini. Hein? Vous avez fini de couper tout?
Est-ce que les gens peuvent venir ramasser? On peut prendre maintenant, hein? D'accord, ok. L'ONG de Soumaïla Bayo est spécialisée dans la récolte de déchets, et pas n'importe lesquels, les déchets organiques. Aujourd'hui, il y a des pastèques et puis il y a de l'ananas. Vous voyez, elle a jeté cet ananas. Quand je regarde, c'est déformé pour elle. Elle ne peut pas la vendre. Mais par contre, nous, ça nous intéresse et nous pouvons prendre ça pour faire autre chose avec ces déchets-là. Au fil de la matinée, les bennes se remplissent. En moyenne, l'ONG Sania parvient à récolter plus de 3 tonnes de déchets organiques à chaque tournée. En Côte d'Ivoire, entre 30 et 50% des fruits et légumes cultivés ne trouvent pas acheteurs, un nombre considérable. Des aliments qui pourrissent sur les plantations ou sur les marchés, dont certains acteurs ont décidé de tirer profit. Oubliez le simple compost, eux vont beaucoup plus loin. Ils misent sur les insectes pour transformer les déchets organiques en produits à forte valeur ajoutée. Une filière encore naissante, toujours en phase de perfectionnement, mais qui intéresse de plus en plus les éleveurs en quête de solutions aussi bien économiques qu'écologiques. C'est au cœur du jardin botanique d'Abobo que nous retrouvons l'équipe de Monsieur Bayo. Depuis 3 ans, ils livrent leurs déchets à Bioani, une entreprise spécialisée dans la transformation de déchets organiques. Elle leur achète la tonne de déchets à 25 000 francs. La promesse de cette ferme pas comme les autres, transformer ses pastèques et mangues fermentées en intrants destinés à l'agriculture et à l'élevage. Et ce sont des insectes qui feront le travail. Tout commence dans la volière de la ferme. Derrière ces grillages, pas de poules ou de canards, mais 150 000 mouches de type soldat noir. Bon, ça c'est une mouche soldat noir. On la reconnaît d'abord par sa forme qui est tout à fait différente de celle des mouches domestiques, c'est-à-dire des mouches qu'on a l'habitude de voir. Elle a une forme un peu longue et tout. Elle est noire avec de grandes ailes. Et les mouches soldats noirs nous intéressent plus parce qu'elles ont d'abord une grande capacité de ponte et elles produisent des larves qui sont plus résistantes que celles des mouches domestiques. Car plus que les mouches, ce sont leurs œufs qui intéressent l'entreprise. Chaque mouche peut en pondre plus de 550 par jour. Ils sont soigneusement récoltés dans ces pondières triés, puis placés dans des bacs de grossissement. À l'intérieur de ces bacs, il y a un mélange de déchets alimentaires et de matières sèches qui servent à nourrir les œufs. L'objectif, que ces œufs deviennent des larves qui seront transférées dans l'un de ces 40 bacs. Chaque bac contient plus de 300 000 larves. Bonjour Abiba. Ce bac-là, ça va. Il a été placé quand? Il a été placé le mardi 21. Le 21. Donc du coup, il doit être récolté quand? Le 28. Ici, on les laisse 16 jours en premier lieu pour qu'elles puissent bien manger et grossir. Et on doit les retirer avant les 7 jours, c'est-à-dire net dès que ça arrive 7 jours. Ce n'est pas que les larves deviennent matures ici et qu'elles deviennent des mouches dans ces bacs. Au bout d'une semaine, le contenu du bac est passé au tamis afin de séparer les larves du substrat. Elles sont ensuite séchées pour obtenir cette poudre protéinée vendue aux éleveurs pour l'alimentation de leur bétail. La ferme en produit 8 tonnes par mois. Mais ce n'est pas tout. Le substrat dans lequel les larves ont grossi est lui aussi récolté et vendu aux agriculteurs comme engrais naturel. C'est ce qu'on appelle la bioconversion. Lorsque des déchets organiques sont donnés à manger à des larves, ces dernières les digèrent et produisent naturellement des déjections. Ces déjections ont un fort pouvoir fertilisant et de régénération des sols.
elles sont très prisées des agriculteurs. Ainsi, 2 produits sont commercialisés par l'entreprise. La poudre protéinée, fabriquée à partir des larves séchées, et l'engrais naturel, issu des déjections des larves. Cette méthode de transformation 100% naturelle permet à Bioani de valoriser 15 000 tonnes de déchets organiques par an. Une méthode novatrice en Côte d'Ivoire. À quelques kilomètres de Grand Bassam, le centre Abel. 24 hectares de terrain agricole destinés à la formation professionnelle dans les secteurs de l'élevage et de l'agriculture. C'est ici qu'est né Bioani, l'idée d'un entrepreneur de 33 ans, Arthur de Dinchin. La forme, ça se passe bien? Installé en Côte d'Ivoire depuis 7 ans, il décide en 2021 de se lancer dans la bioconversion. Il lui a fallu plusieurs années de recherche avec ses équipes pour parvenir à maîtriser ce processus. Ça, c'est dans les bassins qui sont là-bas derrière? Les résultats que j'ai avec le sang de maïs sont différents de tout ce que j'ai eu comme résultat. Et ça marche vraiment bien. Ok. Et tu mets combien de grammes d'œufs dedans? 5 grammes. Et les recherches continuent toujours dans cette première ferme, désormais convertie en laboratoire. On y fait de la sélection génétique. Alors Christelle, on en est où ici sur la gestion de population? Elles sont pas mal celles-là du coup. Et celles-là, elles ont combien de jours? Elle est déplacée le 21, une semaine aujourd'hui. Le 21, ok. Regarde comme elle est belle celle-là. Elle est pleine, elle est bien vivace, donc elle bouge bien, elle essaie vraiment de s'échapper. Elle est large, elle a une belle couleur, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Donc la sélection génétique, c'est d'essayer d'avoir les meilleurs individus, donc les meilleures mouches qui vont pondre les meilleurs œufs, qui vont pondre la plus grande quantité d'œufs. Et ça fait 2 ans qu'on fait la recherche et développement, et en fait ce qu'on remarque, c'est que l'insecte, c'est quand même quelque chose qui est vivant, donc en fonction des éléments, donc la pluviométrie, la chaleur, la température, et les aliments qu'ils vont recevoir vont avoir un développement différent. Et c'est tout ce qu'on essaie de comprendre en fonction des saisonnalités, comment l'insecte va évoluer, pour faire en sorte que toute l'économie du business derrière soit rentable tout au long de l'année. Trouver la formule la plus efficace possible, c'est tout l'enjeu de cette ferme. Elle dispose aussi de bassins piscicoles qui permettent à Bioani de tester leurs produits auprès des éleveurs de tilapia. Ça y va, ça va? Oui, ça va bien, bonne arrivée. La forme? Ouais, ça va. On dit quoi? Ça se passe? Oui, ça se passe bien. Comment ils vont les poissons? Oui, ça va. Ils ont l'habitude de la taille comme ça. Donc là, depuis que tu utilises notre produit, c'est quoi la différence que tu vois dans tes poissons? Bon, la croissance c'est plus rapide. Ouais. Ça leur permet encore d'avoir les protéines dans le corps et ils tiennent encore en plus en santé. Donc c'est déjà pas mal. C'est super, ouais. À l'origine, c'est ça que mangent les poissons de toute façon. Voilà. La nature a créé ça pour eux. De nature, même les poissons mangent les insectes. C'est ça. Les asticots, là, donc les larves, c'est l'alternative à 2 types de protéines majoritairement. C'est la farine de poisson, qui est issue de la surpêche, et la farine de soja. Et la farine de soja, c'est assez simple pour le faire. On détruit des forêts, on plante du soja, et c'est comme ça qu'on en produit. Donc nous, cette protéine permet de venir proposer une alternative à toutes les coopératives et tous les maraîchers et pisciculteurs de la région. Une alternative qui commence à séduire les éleveurs. Bioani compte des clients dans toute la Côte d'Ivoire. Ce matin, Arthur doit ravitailler en protéines de larves un éleveur de poulets tout près de la ferme d'Abobo. Là, on va voir un aviculteur qui travaille avec nous depuis plusieurs mois, qui utilise nos produits, il fait du poulet de chair. C'est un produit qui est complètement novateur, donc il n'y en a pas beaucoup qui utilisent ces produits ici. Donc c'est vachement intéressant d'avoir un contact direct avec ces personnes-là pour avoir un vrai retour d'expérience et discuter avec eux un petit peu de ce qu'ils en pensent réellement, de comment faire en sorte d'améliorer le produit et vérifier que en fait, tout soit fait un peu dans les normes. Bonjour à tous. Ouais, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va chez vous. Ça va, je t'ai ramené des larves séchées. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, on peut entrer. Ouais. Voilà. On est en train de juste prendre un peu. Depuis quelques mois, ces poulets ont vu leur régime alimentaire changer. En plus du soja et de la farine de poisson, ils ont dû s'habituer
au goût des larves séchées. La tâche ne semble pas trop difficile. C'est un additif. On peut dire que c'est un complément alimentaire, juste pour que les poulets soient beaucoup mieux nourris. J'ai essayé à petits pas d'abord. Et après, j'ai vu que le résultat était bon. Voilà, je me suis engagé. Le produit revient un peu plus cher à l'éleveur. 600 francs le kilo de larves séchées Bioani, contre 550 voire même 450 francs le kilo de soja. Mais l'aviculteur y trouve son compte. Les larves séchées contiennent beaucoup plus de protéines que le soja. Donc du coup, nous mettons moins de larves séchées pour un bon résultat. Nous avons les larves déjà disponibles ici. À tout moment, on les a. Mais il peut arriver des moments où on va au moulin, il n'y a même pas de soja, parce que les sojas sont importés. Mais il suffit d'appeler Arthur juste 15-20 minutes de chez lui, moi je vais y récupérer. Voilà, donc j'ai toujours à disponibilité les larves séchées. Cette protéine locale, proposée par Bioani, compte déjà une quinzaine d'adeptes parmi les éleveurs de la région. Mais pour l'instant, leur produit qui séduit le plus reste l'engrais organique. Souvenez-vous, c'est ce substrat obtenu des déjections des larves. Une trentaine d'agriculteurs s'y sont convertis. Et Bioani ne compte pas en rester là. Là, vous pouvez voir autour de nous, tout ça sont des parcelles qui ont été fertilisées avec nos produits. Sur la ferme de Bassam du centre Abel, les tests battent leur plein pour perfectionner ce produit avec les agents du CIRAD. Là, c'est là où on fait nos tests en plan en fonction avec différents types d'intrants pour vérifier les dosages. Donc là, il y a 20% de Bioani, 50% de Bioani, il y a du presse feuillère un peu là-bas, il y a des témoins et il y a des concurrents en chimique qu'on teste aussi. L'objectif, concurrencer directement les engrais industriels avec leurs fertilisants 100% naturels. Le chiffre d'affaires de Bioani reste encore modeste, 1 million de francs par mois. Mais pour Arthur, il ne s'agit pas que de business. Entreprendre dans la bioéconomie, c'est aussi un acte engagé et responsable. Déjà, on parle d'un déchet à la base. Donc ce déchet qui nous permet de produire, donc on a vu tout à l'heure la protéine, mais aussi de raviver les champs. Et c'est là où il y a toute cette économie circulaire qui se crée, c'est qu'on part du déchet, on crée des aliments, ces aliments, on les retrouve dans nos assiettes, et tout ce qu'on n'a pas consommé, les pots ou les produits qui sont pourris, on le remet à nourrir à nos larves, et le cycle recommence. C'est ça qui est vertueux en fait. Prochaine étape pour Bioani, lever des fonds pour mettre en place une unité de transformation de 2500 m² qui devrait permettre de multiplier par 10 leur rendement. De retour sur le plateau de Made in Africa, ils nous ont rejoint Marina Nobu, elle est présidente du Green Cluster des PME vertes en Côte d'Ivoire. Avec elle, Arthur de Dinechin. Il se présente comme étant un insectepreneur. C'est lui le fondateur de Bioani. Bonsoir à vous. Merci de nous avoir rejoints, bien sûr. Rosanne Soro est toujours avec nous. Alors, insectepreneur, vous vous présentez comme tel. La question, c'est est-ce que c'est un terme qui existe déjà ou alors c'est le fruit de votre création? C'est quelque chose que j'ai inventé il n'y a pas longtemps parce qu'il y a entrepreneuriat et insectes dedans. Et les insectepreneurs, en fait, c'est une communauté qu'on veut essayer de fédérer avec le plus de personnes qui travaillent l'insecte à échelle commerciale. Alors, donner des larves et des asticots à manger aux animaux, est-ce que finalement c'est nouveau? Dans l'histoire, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existait déjà longtemps. Ensuite, l'industrialisation est arrivée et il y a eu des alternatives à ces produits qui sont arrivés sur le marché. Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est essayer de recréer un peu ce que la nature proposait, le faire grandir et surtout le stabiliser pour pouvoir justement concurrencer tous les produits qu'on a vus dans le reportage, les produits chimiques produits par l'industrie. Merci Arthur. Green Cluster, alors première question pour vous, est-ce qu'une entreprise comme celle de Arthur pourrait faire partie du cluster? Oui, Bioani serait bien accueilli dans le Green Cluster. Nous existons depuis 4 ans. Ouais. Et depuis 4 ans, nous regorgeons environ 100 entreprises justement dans le secteur du développement durable. C'est quoi une PME verte? Une PME verte est une entreprise
qui, au-delà des atouts économiques qu'elle recherche, met aussi l'accent sur l'écologie. Alors, on va revenir sur Bioannie et son travail. Dans le premier reportage, on a vu le processus de transformation. Oui. On avait des machines, on a pour séparer l'eau et l'huile, des machines pour reconditionner le plastique. Mais là, quoi qu'on ait vu quelques appareils mécaniques, le processus est géré directement par des insectes. Ce processus de transformation est géré par des insectes. Alors, ça nous montre, Marina, que quand on parle de transformation, c'est multiforme. Oui. Oui, effectivement, la transformation est multiforme. On peut le faire de manière naturelle, on peut le faire avec des machines, mais le tout, c'est de préserver l'environnement. Ouais. Le tout, c'est de faire la promotion de l'écologie. Et je pense que c'est ce que Bioannie fait. Rosanne, vous connaissiez? Oui, ouais. On connaît très bien Bioannie. Ouais. C'est une entreprise... c'est une entreprise qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir et qu'il faut accompagner. Chez moi, je trie, on fait de la valorisation des déchets organiques, mais on n'a pas encore le volet en fait insectes. Et le volet insectepreneur, on découvre aussi avec eux. Comment vous vient cette idée, Arthur? Ça m'est venu parce que j'étais dans le recyclage plastique à l'époque. Et j'ai toujours adoré tout ce qui était économie circulaire et d'à côté je faisais de l'aquaponie. Donc l'aquaponie c'est utiliser des poissons et des plantes et les mettre ensemble pour créer de l'agriculture vertueuse. Et derrière tout ça, à un moment j'ai sorti mes tableaux Excel et il y avait un problème économique, c'est que les intrants étaient trop chers, la protéine et le fertilisant. Du coup je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait allier recyclage et agriculture, donc du coup avoir une matière peu cher pour créer des intrants à forte valeur économique sur le marché. Et je suis tombé sur l'insecte. J'ai vu plusieurs types d'insectes différents et j'ai trouvé la mouche. Elle est endémique, elle est déjà ici présente localement. Et voilà, l'aventure est partie de là. Vous avez été créé en 2021. Donc en 2024, on est à peu près à même 2 ans et demi, 3 ans, plus de 3 ans. À peu près, 3-4 ans. Et vous avez fait de la recherche pendant des années. Oui. Comment vous financiez cette partie? On a fait sur fonds propres au début. Ensuite, on était avec l'Institut de l'économie circulaire et la FAO qui nous accompagnent sur ce projet-là. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à avancer. Et toutes les images que vous avez vues, là, le centre, on est financé et aidé par l'Institut de l'économie circulaire. Et ça nous a permis de se lancer. Et ensuite, il y a un peu de vente qui arrive à continuer les financements. Mais là, comme on disait, on est en levée de fonds. Donc on va chercher de l'argent. Alors, ils bénéficient de financement de votre côté. Est-ce que vous avez bénéficié de financement? Oui, moi je trie. C'est une ONG qui a un caractère philanthropique. Ouais. Donc on est soutenu par plusieurs fondations, ambassades et fonds. C'est des appels à projets qu'on va soumissionner, qui vont nous permettre en fait d'être accompagnés sur l'ensemble de nos activités. Question pour vous, Marina Noubou. Est-ce que les PME vertes sont viables sur le plan économique? Est-ce qu'elles survivent? Alors, je dirais que les PME vertes doivent survivre. Ça veut dire que ce n'est pas si évident que ça? Non, ce n'est pas si évident parce qu'il manque quand même de l'accompagnement. Il manque quand même certains acteurs qui permettent à ces PME-là de pouvoir mieux se structurer, etc. Il y a certaines mesures qui sont en train d'être prises, comme la défiscalisation de l'énergie aujourd'hui. Tout le matériel de l'énergie solaire qui vient aujourd'hui est défiscalisé. Donc, ce sont des efforts déjà... Jusqu'aux batteries? Voilà, jusqu'aux batteries. Okay. Voilà, il y a des efforts qui sont en train d'être consentis au niveau de l'État, mais beaucoup reste encore à faire. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, tous les trois, qu'aujourd'hui, vos initiatives sont ressenties par la population comme étant quelque chose qui est finalement d'utilité publique? Arthur? Oui. Ça commence à se ressentir, oui. Ou alors, ils voient du business. Ah, ça m'arrange, je paye un peu plus, 50 francs de plus, mais j'ai beaucoup plus de protéines, ça m'arrange. Est-ce qu'ils voient ça plus business ou alors ils se rendent compte de l'impact sur l'environnement? En fait, à différents niveaux de l'échelle, donc quand on a sur toute la collecte, ça va plus être de quelque chose d'économique, parce que de toute façon, il y a des personnes qui viennent ramasser les déchets, donc le tri a une valeur. Donc une fois que nous, on le récupère, ça, c'est économique. Ensuite, dans les champs, il y a un peu des deux. C'est que les deux sont liés. Les terres sont de plus en plus appauvries. À l'époque, on avait rasé les forêts, donc du coup, les terres étaient fertiles. Maintenant, on a mis des produits chimiques, les terres ne sont plus fertiles, donc il y a une baisse de rendement. Ce qui fait que les agriculteurs commencent à avoir un intérêt à se mettre dans des produits écologiques, parce qu'ils ont un intérêt économique à le faire aussi derrière.
Donc c'est comme ça qu'ils font le rapprochement entre l'écologie et l'économie. Oui, je dirais la même chose. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes dans une maison écologique, vous voyez que votre facture d'électricité diminue parce que vous économisez au moins 80% d'énergie, vous allez forcément sur cette solution. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, les solutions que les entreprises vertes proposent sont vues comme une solution utile pour le public. Ouais. Rosanne Soro, peut-être que le travail que vous faites aussi avec d'autres, ça va permettre à une nouvelle génération, pour les 10, 20, 30 années à venir, de changer complètement de mentalité vis-à-vis de l'environnement. Oui, nous le croyons. Ouais. Nous croyons que l'impact que nous avons aujourd'hui, en fait, à travers les différents programmes mis en place, déjà sont d'utilité publique. Parce qu'il faut arriver à faire comprendre, en fait, aux citoyens sa part de responsabilité dans la gestion durable des déchets, accompagner à travers justement des programmes éducatifs qui permettent aux enfants d'être sensibilisés et sensibles à la cause de l'environnement. Changer de comportement, c'est un peu difficile en fait pour des adultes, mais pour des enfants, c'est beaucoup plus simple. Et grâce au rôle éducateur de l'enfant, lorsqu'il interpelle son père ou sa mère sur des questions environnementales, on voit le changement. Ouais. Aujourd'hui, on a des retours en fait de parents qui sont sensibilisés régulièrement par leurs enfants et on sait que ça a de l'impact. Merci Rosanne. Arthur, question pour vous. Est-ce que autour de vous, vous avez aussi l'intention de créer de nouveaux insectepreneurs ? Oui, c'est pour ça qu'on a choisi le terme aussi. Il y en a déjà un, on commence à travailler avec cette personne. Le but de cette ferme, c'est une ferme école aussi, c'est pour qu'il y ait des personnes qui puissent se former et qu'ensuite on puisse les accompagner vers la création d'une ferme d'insectes et donc du coup qu'ils deviennent un insectepreneur dans le réseau de Bioanie. C'est la fin de cette émission. Arthur, Marina, Rosanne, merci à vous d'avoir été sur ce plateau et également aux autres téléspectateurs. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Made in Africa. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou alors sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphants Africa. Merci aussi aux équipes de la RTI pour la réalisation. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI 1. À bientôt pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. NCA, le vrai visage de la banque.